Le coup de poing atterrit sur la joue d'Émilie avec une violence qui la fit chanceler. Dans les couloirs bondés du lycée Victor Hugo à Paris, les rires moqueurs éclatèrent comme une détonation. « Sale Gouine » hurla la meneuse du groupe. Une fille aux cheveux teints en rose qui s'appelait Lola, entourée de ses acolytes qui filmaient la scène avec leur téléphone. Émilie, le visage en feu, leva les yeux vers la foule d'élèves qui observaient. Certains horrifiés, d'autres amusés. Elle n'avait pas prévu que son secret soit révélé ainsi. Par un message volé sur son portable, partagé en ligne comme un virus. Mais au lieu de s'effondrer, elle serra les dents et riposta d'une voix tremblante mais ferme. « Et alors ? Ça te pose un problème ?» La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Émilie Moreau, 22 ans. Étudiante en dernière année de licence en littérature à l'université Paris-Sorbonne, vivait une double vie. D'un côté, la fille studieuse, discrète, issue d'une famille conservatrice de la banlieue ouest de Paris. De l'autre, une jeune femme amoureuse de Camille Laurent, 24 ans, une artiste peintre rencontrée lors d'un atelier d'art libre dans le Marais. Leur relation avait commencé innocemment, par des discussions passionnées sur Baudelaire et Van Gogh, pour se transformer en un amour profond, caché aux yeux du monde. Mais ce jour-là, tout bascula. Lola, une camarade jalouse qui avait fouillé dans le sac d'Émilie pendant un cours, avait trouvé des photos intimes, rien de compromettant, juste des regards complices et des mains entrelacées, et les avait postées sur les réseaux sociaux du campus. Émilie rentra chez elle ce soir-là, les joues encore marquées par le coup. Son père, Jacques Moreau, un ingénieur retraité de 55 ans, strict et traditionnaliste, l'attendait dans le salon de leur appartement haussmannien. Il avait vu la vidéo virale, partagée par un parent d'élève. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix grave, sans préambule. Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Papa. J'aime Camille. » Jacques se leva, le visage rouge de colère. « Dans cette maison, on ne tolère pas ça. Sors d'ici » hurla-t-il, pointant la porte. Émilie, choquée, prit son sac et partit sans un mot, claquant la porte derrière elle. Elle erra dans les rues froides de Paris, appelant Camille qui la rejoignit en urgence dans un café du quartier latin. « Je suis sans abri maintenant » murmura Émilie, enfouissant son visage dans les bras de sa compagne. Camille, avec sa force habituelle, la serra fort. « On va s'en sortir. Ensemble. » Mais le choc initial n'était que le début. Le lendemain, Émilie se présenta à l'université, déterminée à ne pas se laisser abattre. Les regards en coin, les murmures dans les amphithéâtres, tout cela l'arrangeait. Elle décida de porter plainte contre Lola pour harcèlement et diffusion d'images privées. L'administration de l'université, sous pression des associations étudiantes LGBT, organisa une réunion d'urgence. Émilie y parla. La voix assurée, « Je ne suis pas une victime. Je suis fière de qui je suis. » Pourtant, intérieurement, le doute la dévorait. Était-ce une erreur d'avoir caché sa relation si longtemps ? Et son père ? Son silence radio depuis la veille pesait comme une pierre. Jacques, de son côté, ruminait seul dans l'appartement vide. Il avait grandi dans une France conservatrice,
où l'homosexualité était tabou. Mais voir sa fille blessée l'avait ébranlé. Il envoya un message discret à un ami avocat, « Besoin de conseils pour soutenir ma fille. » Sans qu'Émilie le sache. Il commençait à bouger les pièces d'un échiquier invisible. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Camille, qui vivait dans un petit studio à Montmartre, accueillit Émilie chez elle. Leur relation, déjà intense, devint un refuge. Mais les pressions extérieures s'intensifiaient. La mère d'Émilie, décédée 5 ans plus tôt d'un cancer, avait toujours été le pilier libéral de la famille. Sans elle, Jacques s'était refermé. Émilie se rappelait les disputes passées. « Papa, l'amour n'a pas de genre », avait-elle osé dire un jour. Mais il avait balayé l'idée. Maintenant, confrontée à la réalité, elle se demandait si elle avait fait le bon choix en aimant Camille. Camille, elle, luttait contre ses propres démons. Issue d'une famille aisée mais homophobe, elle avait fui Lyon pour Paris, coupant les ponts. « Je ne regrette rien », affirmait-elle. Mais ses nuits agitées trahissaient ses peurs. Une soir, alors qu'elle marchait main dans la main près de la Seine, un groupe d'inconnus les insulta. Émilie voulut répondre. Mais Camille la retint, « Pas la peine. Ça ne changera rien. » Pourtant, cette tenue cachait une rage bouillonnante. Au travail, Camille affrontait aussi des remous. Galeriste en herbe, elle exposait ses toiles dans une petite galerie du 11e arrondissement. Un client influent, apprenant sa relation, annula une commande. « Je ne soutiens pas ce mode de vie », avait-il dit froidement. Camille ravala sa fierté. Mais intérieurement, elle bouillait. Elle décida de peindre une série sur l'amour interdit. Des toiles abstraites aux couleurs vives représentant des silhouettes enlacées dans l'ombre. Émilie, inspirée, écrivit un essai pour son cours de littérature sur les thèmes LGBT dans la poésie française contemporaine. Mais la soumission fut rejetée par son professeur. Un homme âgé, trop personnel, pas assez académique. C'était une gifle de plus. Émilie confronta le professeur, « C'est de la discrimination. » Il nia. Mais elle insista, obtenant une révision. Ces petites victoires la fortifiaient. Mais le coût émotionnel était élevé. Elle perdit des amis, des « alliés » qui se révélaient hypocrites. Jacques, pendant ce temps, observait de loin. Il suivait les réseaux sociaux, lisait des articles sur les droits LGBT en France. Un soir, il appela un vieux camarade, militant associatif. « Ma fille est lesbienne. Comment l'aider sans la brusquer ?» L'ami lui conseilla la patience. Jacques envoya un colis anonyme à l'adresse de Camille, des vêtements d'Émilie oubliés, avec un chèque discret pour couvrir des frais. Émilie, recevant le paquet, fondit en larmes. C'est lui. Il n'a pas signé, mais c'est son écriture. Camille sourit, peut-être qu'il change. Mais Émilie doutait. Ou c'est de la culpabilité. Le conflit intérieur la rongeait, pardonner ou couper les ponts. La tension monta quand Lola fut convoquée par la police. Elle nia tout, accusant Émilie de provocation. Les réseaux s'enflammèrent, divisant le campus en camps. Émilie reçut des messages de soutien, mais aussi des menaces. Une nuit, son téléphone sonna, un appel anonyme.
T'es morte si tu continues. Terrifiée, elle se blottit contre Camille. On arrête tout, murmura-t-elle. Camille secoua la tête, non. On se bat. Leur amour, testé par le feu, se renforçait. Mais à quel prix? Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Émilie en un champ de mine. À l'université, les cours devinrent un exercice de survie. Elle évitait les couloirs où Lola et sa clique traînaient, optant pour des chemins détournés. Mais l'isolement pesait. Une amie d'enfance, Sophie, lui tourna le dos, je ne veux pas être associée à ça. Émilie, blessée, riposta par un message cinglant, tant mieux. Je n'ai pas besoin de faux amis. Intérieurement. Cependant, elle questionnait ses choix. Avait-elle été trop imprudente en laissant traîner son portable? Camille, sentant sa vulnérabilité, organisa une soirée surprise, un pique-nique improvisé sur les toits de Montmartre. Avec vue sur la tour Eiffel illuminée. On est plus forte ensemble, murmura-t-elle en l'embrassant doucement. Émilie se détendit. Mais le doute persistait. Jacques, de son côté, luttait contre ses propres démons. Assis dans son bureau, entouré de photos de famille, il relisait des lettres de sa femme défunte. L'amour est l'amour. Jacques avait-elle écrit un jour. Il se rappelait leur dispute sur l'éducation d'Émilie, elle voulait une ouverture d'esprit. Lui une tradition. Maintenant, seul, il regrettait. Il contacta une association LGBT à Paris, assistant anonymement à une réunion. Entendre des témoignages de parents le bouleversa. J'ai perdu ma fille en la rejetant, confia un homme. Jacques rentra chez lui. Déterminé. Il envoya un autre message à Émilie, viens dîner ce soir. Seule. Elle hésita. Consulta Camille. Vas-y. C'est une chance. Émilie accepta. Le cœur battant. Le dîner fut tendu. Jacques avait préparé un pot-au-feu. Le plat préféré d'Émilie. Je n'approuve pas, commença-t-il. Mais tu es ma fille. Émilie explosa, tu m'as jeté dehors. Il baissa les yeux, j'ai eu tort. Reste ici si tu veux. Mais elle refusa, pas sans Camille. Jacques soupira, une étape à la fois. Ce fut un début fragile. Émilie rentra chez Camille. Partagée entre espoir et méfiance. Il essaie, dit-elle. Camille, sceptique, répondit, méfie-toi. Les changements ne sont pas toujours sincères. Sa propre famille l'avait renié des années plus tôt, la laissant avec des cicatrices profondes. Au travail, Camille affronta une crise. Sa galerie annula une exposition à cause de la controverse en ligne. Trop risqué, expliqua le directeur. Furieuse, elle confronta Lola en personne, qui traînait dans un bar étudiant. Pourquoi tu fais ça? Demanda Camille. Lola ricana, parce que c'est dégoûtant. Camille, contenant sa rage, partit, mais décida de contre-attaquer. Elle posta une vidéo sur les réseaux, l'amour n'est pas un crime. Le post viralisa, attirant des soutiens inattendus. Émilie, inspirée, rejoignit une manifestation pour les droits LGBT place de la République. Là, elle parla publiquement pour la première fois, je ne me cacherai plus. Mais en rentrant, elle trouva son studio vandalisé, des insultes taguées sur la porte.
Qui a fait ça? S'écria-t-elle. Camille la serra, on s'en fout. On reconstruit. Le conflit avec la famille de Camille ressurgit. Sa sœur aînée, de Lyon, appela, reviens à la raison. Maman est malade à cause de toi. Camille raccrocha. Tremblante. Elle me manipule. Émilie la consola, tu n'es pas obligée de choisir. Mais Camille doutait, valait-il mieux couper définitivement ou tenter une réconciliation? Elle choisit la première option. Bloquant les numéros. Cela libéra une énergie nouvelle, elle peignit furieusement. Créant une toile représentant deux femmes enlacées face à une foule hostile. Émilie, de son côté, avança dans sa plainte. L'audition avec Lola fut explosive. Tu as ruiné ma vie, accusa Émilie. Lola pleura, j'étais jalouse. Tu as tout, l'intelligence. L'amour. Une révélation qui humanisa l'ennemi. Mais n'excusa rien. Jacques progressait discrètement. Il rencontra Camille en secret. Dans un café. Prenez soin d'elle, dit-il simplement. Camille, surprise, répondit, je l'aime. Il hocha la tête, je sais. Ce soutien silencieux changea tout. Émilie, apprenant cela plus tard, fut émue. Mais les pressions sociales persistaient. À l'université, un groupe conservateur organisa une pétition contre la promotion de l'homosexualité. Émilie riposta en fondant un club LGBT sur le campus. Les adhésions affluèrent. Mais les menaces aussi. Une soir, seule dans la bibliothèque, elle reçut un email anonyme, attention à toi. Paniquée. Elle appela Camille, qui accourut. On ne lâche pas, affirma-t-elle. Leur lien se renforçait. Mais le coup était visible, Émilie maigrissait. Camille dormait mal. La haute trame se tissait. Jacques, utilisant ses contacts, aida à accélérer la plainte. Lola fut suspendue, obligée à des excuses publiques. Victoire amère pour Émilie, ça ne répare pas les blessures. Camille, elle, vendit une toile à un collectionneur progressiste, relançant sa carrière. Mais un appel de l'hôpital changea tout, le père de Camille avait eu un accident. Viens, supplia sa sœur. Camille hésita. Émilie l'encouragea, vas-y. Pour toi. Le voyage à Lyon fut un test. À l'hôpital, sa mère l'accueillit froidement, toujours avec cette fille. Camille riposta, oui. Et je l'aime. Le père, faible, murmura, sois heureuse. Un craquement dans la glace familiale. De retour à Paris, Camille confia, peut-être qu'il y a de l'espoir. Émilie sourit. Mais intérieurement, elle luttait contre une dépression naissante. Les choix pesaient, continuer à se battre ou se replier? Le climax approchait insidieusement. Émilie, épuisée par les batailles, décida de confronter son passé. Elle invita Jacques à rencontrer Camille officiellement. Le dîner eut lieu dans un bistrot discret du Marais. Jacques arriva avec un bouquet de fleurs pour les deux. Je m'excuse, dit-il à Camille. J'ai été aveugle. Camille, touchée, répondit, merci. Émilie observa. Émue, mais suspicieuse. Était-ce sincère ou une façade? La soirée se passa bien. Mais en rentrant, Jacques confia à Émilie, c'est dur pour moi.
Donne-moi du temps. Elle acquiesça. Mais le doute persistait. Au campus, la tension culmina lors d'un débat organisé sur les droits LGBT. Émilie y participa. Face à des opposants virulents. L'homosexualité détruit la famille traditionnelle, clama un étudiant. Émilie riposta, l'amour renforce. Pas détruit. Le public applaudit. Mais un groupe manifesta dehors, scandant des insultes. La police intervint, évitant le pire. Émilie rentra tremblante. Camille la réconforta, tu es une guerrière. Mais cette nuit-là, Émilie craqua, je n'en peux plus. Pourquoi tout est si dur? Camille. Les larmes aux yeux. Avoua, moi aussi. J'ai peur. Leur vulnérabilité les rapprocha, mais révéla des fissures. Camille suggéra, et si on partait? Quitter Paris pour un temps. Émilie refusa, fuir n'est pas la solution. La famille de Camille refit surface. Sa mère appela, ton père veut te voir. Camille y alla seule, laissant Émilie anxieuse. À Lyon, la confrontation fut brutale. Abandonne cette vie, implora la mère. Camille explosa, non. C'est ma vie. Le père intervint, laisse-la. Camille rentra changée, ils ne changeront pas. Émilie la soutint. Mais intérieurement, elle se demandait si leur relation survivrait à tant de pression. Une trahison inattendue surgit, Sophie, l'ex-amie, contacta Jacques pour l'avertir des dangers. Jacques l'ignora, mais informa Émilie. Elle est toxique, dit-il. Émilie coupa les ponts définitivement. Camille, inspirée par les épreuves, organisa une exposition solo. L'étoile, chargée d'émotions, attirait la foule. Mais un critique conservateur publia une review assassine, propagande déguisée en article. Les ventes chutèrent. Camille, dévastée, questionna tout, vaut-il la peine de se battre? Émilie la motiva, oui. Tes œuvres changent les mentalités. Elles décidèrent d'une contre-attaque, une pétition pour plus de visibilité LGBT dans l'art. Des artistes rejoignirent, amplifiant le mouvement. Jacques, silencieusement, envoya des invitations à ses contacts. L'exposition rebondit. Mais le coût personnel était élevé. Émilie manqua des examens, rongée par l'anxiété. Son professeur, sentant sa détresse, l'aida, prend du temps. Elle confia à Camille, je me sens perdue. Camille, elle, affronta une crise morale, contacter Lola pour une réconciliation? Elle le fit. Dans un parc. Pourquoi? Demanda Lola. Pour guérir, répondit Camille. Lola avoua, j'étais amoureuse d'Émilie. Une révélation qui expliquait la jalousie. Elles se séparèrent en paix. Mais Émilie, apprenant cela, se sentit trahie. Tu as vu mon bourreau sans moi? La dispute éclata. Première vraie fissure. J'essayais d'aider, cria Camille. Émilie partit en claquant la porte, errant dans Paris. Jacques l'appela, reviens à la maison. Elle accepta, dormant dans son ancienne chambre. Le lendemain, il confia, j'ai lu sur l'homosexualité. Je t'accepte. Émilie pleura, merci. Papa. Mais elle manquait Camille. Elle rentra. S'excusa. Camille pardonna, on est humaine.
Leur amour, testé, se raffermit. Pourtant, une nouvelle menace surgit, un harcèlement en ligne intensifié, avec des photos truquées. Émilie porta plainte à nouveau, soutenue par Jacques qui engagea un avocat. Je protège ma famille, dit-il. La société pesait toujours. Lors d'une fête universitaire, Émilie fut isolée. Camille arriva. La défendit publiquement, touchez-la. Et vous me touchez. Un moment de solidarité qui inspira d'autres. Mais en privé, Camille avoua, je sacrifie ma carrière pour nous. Émilie culpabilisa, ne fais pas ça. Le dilemme moral les hantait, l'amour valait-il tous ces sacrifices? La montée en puissance des événements atteignit un pic. Émilie, renforcée par le soutien de Jacques, décida d'écrire un article pour un journal étudiant sur son expérience. Outcast mais résiliente, titra-t-elle. La publication provoqua un tollé, soutien et critiques affluèrent. Un média national la contacta pour une interview. Terrifiée, elle accepta, avec Camille à ses côtés. Nous sommes deux femmes amoureuses, déclara-t-elle à la caméra. Jacques regarda l'émission, fier en silence. Mais la visibilité attira des trolls, des appels menaçants, des emails haineux. Émilie paniqua, on arrête? Camille secoua la tête, non. On inspire d'autres. La famille de Camille tenta une ultime manipulation. Sa sœur vint à Paris, maman déprime à cause de toi. Camille confronta, c'est votre intolérance qui la ronge. La sœur partit, mais planta une graine de doute. Camille confia à Émilie, et si je les perdais pour toujours? Émilie répondit, tu m'as moi. Mais le sacrifice pesait. Camille annula un voyage artistique pour rester. Je choisis nous, dit-elle. Émilie, touchée, mais coupable. Au campus, Lola revint après suspension, évitant Émilie. Mais une confrontation inévitable eut lieu en classe. Désolée, murmura Lola. Émilie accepta, pardonnée, mais pas oubliée. Une closure nécessaire. Jacques, apprenant cela, invita Camille à un déjeuner familial. Bienvenue, dit-il. Camille, émue, vit un allié inattendu. Mais les conflits intérieurs persistaient. Émilie rêvait de sa mère, suis ton cœur. Réveillée en larmes, elle décida d'honorer cela en poussant plus loin, organiser un atelier sur la tolérance à l'université. Succès mitigé, mais impactant. Camille vendit une toile majeure à un musée, marquant un tournant. Grâce à toi, dit-elle à Émilie. Mais un appel de Lyon, le père empirait. Camille y alla. Émilie l'accompagna. À l'hôpital, la mère les ignora. Mais le père serra la main de Camille, sois toi-même. De retour, Camille pleura, il me soutient. Un poids levé. Mais la mère resta distante. Un jour, peut-être, espéra Camille. Une trahison majeure surgit, un ami d'Émilie leak des détails privés à la presse. Scandale, titre sensationnel. Émilie, dévastée, confronta l'ami, pourquoi? Pour l'attention, avoua-t-il. Elle coupa les liens. Mais le dommage était fait. Camille la protégea, on sut ensemble. Jacques intervint, contactant le journal pour rétractation. Son soutien silencieux devint vocal. Les choix moraux culminèrent.
Émilie refusa une bourse d'études conditionnée à la discrétion, je ne me cache plus. Camille sacrifia une expo controversée pour la paix. L'amour prime, affirma-t-elle. Mais intérieurement, regret. Le dénouement approcha avec une intensité palpable. Émilie et Camille décidèrent de vivre ouvertement, louant un appartement ensemble à Belleville. Jacques aida au déménagement, symbolisant l'acceptation. Je suis fière, dit-il. Émilie, émue, vit son évolution. Mais les cicatrices restaient, nuit d'insomnie, peur résiduelle. Camille exposa une série finale, Amour en résistance. Succès critique, validant leur lutte. La famille de Camille craqua, la mère appela, s'excusant vaguement. Viens avec elle. Une réunion tendue à Lyon, accusation. Larmes. Mais un début de dialogue. On essaie, promit Camille. De retour. Elles réfléchirent, les sacrifices valaient-ils? Émilie graduait avec honneur. Malgré tout. Jacques assista. Applaudissant. Lola. Changée. Envoya un message, bravo. Fermeture des cercles. Mais les questions persistaient. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort. Mais à quel prix? Perte d'amis, carrière freinée, familles ébranlées. Était-ce la bonne décision de se battre ouvertement? Ou une discrétion aurait-elle épargné tant de douleurs?